Dans une petite ville du Canada, une série d'événements va détruire une famille et terroriser toute une ville. Les officiers de police entrent dans le domicile de la famille Richardson et y trouvent les corps de Mark, Debra et Jacob. Mais il manque un membre de la famille, Jasmine, leur fille de 12 ans. Ils pensent d'abord qu'elle a été kidnappée par les ravisseurs, mais rapidement ils réalisent que l'histoire semble bien plus sombre. La personne qui a commis ces meurtres connaît la maison par cœur. Alors s'agit-il d'un proche ou d'un membre de la famille? Les officiers apprennent que Jasmine, 12 ans, est en couple avec un homme de 23 ans, Jérémy, fasciné par la violence. Après avoir interrogé son école, il découvre une adolescente rebelle et des dessins étranges et terrifiants. Alors aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire de la famille Richardson, un récit où une histoire d'amour interdite s'entremêle dans un crime glaçant. Quand on parle de crime, on pense souvent au meurtre, au crime et au délit en général. Mais tu sais ce qui devrait être puni par la loi? La mauvaise haleine. Ou encore pire, le tartre dans les dents. Et j'ai récemment découvert le secret, il s'agit de My Variations. C'est une brosse à dents sonique efficace, douce pour tes gencives, mais impitoyable avec ta plaque dentaire. Elle dispose de 5 modes de brossage différents, d'un minuteur de 2 minutes pour te dire quand est-ce qu'il faut que tu changes de côté, et sa batterie tient 1 mois complet, donc pas besoin de la charger tout le temps. Ce que j'aime le plus avec la brosse à dents My Variations, c'est qu'elle te donne vraiment cette sensation quand tu sors du dentiste après un détartrage, et que tes dents sont vraiment lisses et propres, genre dans tous les recoins, c'est trop agréable. Et devine quoi? Tu peux utiliser mon code Naomi10 pour bénéficier de 10% sur ta commande. En plus, on en parle de comment elle est jolie. Bon, bien évidemment, moi j'ai pris rose parce que comme vous le savez, c'est ma couleur préférée. Mais il y a plein d'autres couleurs, donc il y en aura forcément une qui va te plaire. Bon, je pourrais encore parler de la brosse à dents très longtemps, mais il est temps de retourner à notre vidéo. Hello mes stars et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crime et Make-up. Franchement, vous m'avez trop manqué. Oh my god, c'était tellement long. C'était trop long. Pour vous donner quand même un peu de contexte, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que de 1, j'ai déménagé et de 2, je me suis fait voler tout mon maquillage. Donc 2 boîtes grosses comme ça de maquillage qu'on m'a entièrement volé pendant mon déménagement. Donc j'avais tout perdu. Si vous êtes une fille ou si vous connaissez juste le prix un peu du maquillage, vous savez que en fait c'est comme si on m'avait volé genre 300, 400 euros, genre vraiment. Donc du coup j'ai dû racheter du maquillage. J'ai pas encore tout ce qu'il faut. Donc aujourd'hui on va faire un make-up plutôt simple parce que j'ai pas encore exactement tous les produits que j'avais avant. Il y a des trucs que j'arrive plus à trouver parce qu'ils ne les font plus. Enfin bref, je suis extrêmement dégoûtée. Mais voilà. Donc voilà pourquoi pendant pas mal de temps j'étais pas là parce que j'ai dû m'installer ici, organiser tout ce setup comme vous le voyez et tout simplement voilà, vivre quoi. Non, surtout recevoir mon maquillage pour pouvoir commencer à filmer encore. Donc voilà où est-ce qu'on était pendant tout ce temps. Donc on est de retour comme jamais. Nouveau make-up, nouveau setup et juste trop hâte parce que j'ai plein d'histoires à vous raconter du coup. Si c'est ta première fois ici, le concept est très simple. Je me maquille tout en vous racontant des histoires de crimes. Alors si tu aimes le maquillage et le make-up, je t'invite à t'abonner car je poste une nouvelle vidéo tous les samedis à 18 h. Sans plus tarder, on va commencer. Alors comme d'habitude, prends ton thé ou ton cocktail et installe-toi confortablement. L'eau, c'est la vie, genre. Bon, du coup, ça fait genre 1 mois que j'ai préparé cette vidéo, donc j'espère que je connais encore bien le sujet. Bon, comme tu l'as vu dans le titre et aussi dans la petite intro du début, on va parler de la famille Richardson. Alors, la famille Richardson, elle était composée du père Mark, de la mère Debra, de leur fille Jasmine, donc l'aînée, et de Jacob, leur fils. Ils vivaient dans la ville de Medicine Hat, au Canada. Et franchement, ils semblaient former la famille la plus normale et parfaite et rien d'affolant ici quoi. Pour une fois d'ailleurs. Mais avant d'arriver à cette famille aussi stable et équilibrée, on va quand même devoir revenir un peu en arrière, surtout pour parler un peu du passé des parents, donc de Mark et de Debra. Mark et Debra ont malheureusement tous les deux eu une enfance plutôt difficile. Mark, durant sa jeunesse, a rapidement été impliqué dans un gang de motards et il a très vite sombré dans la toxicomanie. De son côté, Debra a aussi connu des problèmes de dépendance à la drogue dès son adolescence. Et ce qui est quand même super mignon, c'est un peu cute quoi. Ça pourrait être le début d'un film. C'est qu'en 1990, ils se sont tous les deux rencontrés dans un centre de réhabilitation. Et entre les deux, ce fut le coup de foudre immédiat. Malgré leur passé qui est plutôt difficile et
Ouais, qui est pas évident pour un jeune adulte. Ils ont quand même décidé de se soutenir mutuellement, de s'entraider, de sortir de la drogue, etc. Et c'est grave mignon en fait. Et ils n'avaient pas le temps, hein, parce qu'en 1991, donc seulement un an après leur rencontre, ils se sont mariés. Et la suite logique, c'est qu'en 1992, donc encore une fois un an après leur mariage, ils ont eu leur premier enfant, Jasmine, donc leur fille. En 1998, ils ont eu leur deuxième enfant, Jacob. Donc il y a quand même un petit écart entre Jasmine et Jacob, mais ils s'entendaient très bien. Enfin, tout ça, je vais vous l'expliquer après de toute façon. Marc était technicien et Debra, justement, aidait les personnes qui souffraient de dépendance à la drogue à s'en sortir. En gros, elle était un peu leur marraine. C'était aussi une adepte des thérapies holistiques. Alors, personnellement, moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'ai cherché sur Internet, je vais vous lire la définition. Alors, la thérapie holistique est une approche globale qui soigne la personne dans son ensemble. Le corps, l'esprit, les émotions et parfois la dimension spirituelle. Elle cherche à traiter non seulement les symptômes, mais aussi les causes profondes des problèmes. Ça a l'air pas mal. Bon, au départ, Jasmine et Jacob étaient des enfants très épanouis. En même temps, quand on a des parents qui sont plutôt stables, qui n'ont pas forcément de problème d'argent ou quoi que ce soit, on ne peut que passer une belle enfance. Jasmine était très extravertie et créative et elle avait une bonne relation avec son petit frère Jacob. D'ailleurs, Jacob admirait beaucoup sa grande sœur. Et je pense que c'est souvent le cas avec... Enfin, je suppose que c'est ça. Moi, j'ai pas de grand frère ou de grande sœur, donc j'en sais rien. Mais souvent, c'est comme ça. Genre, on admire un peu ses aînés, quoi. Ils allaient à l'église tous les dimanches en famille. Ils avaient de très bonnes notes à l'école. Il n'y avait pas de problème. Ils n'étaient pas violents ou insolents, quoi que ce soit. Et donc, aucun comportement inquiétant n'avait été signalé à ce stade-là de l'histoire, en tout cas. Mais tout va changer en 2004. Donc, en 2004, Jasmine a 11 ans. Et elle entre un peu dans sa phase gothique, tu vois. Je pense que tout le monde a eu cette phase. Enfin, en tout cas... C'est ce que j'ai entendu. Tout le monde dit avoir une phase un peu... Bon, en gros, elle commençait à porter des vêtements plutôt sombres, beaucoup de noir. Elle se maquillait les yeux avec du crayon noir en dessous. Enfin, voilà quoi. Mais c'est vrai que c'était quand même assez choquant pour ses parents et pour ses proches parce que c'était complètement à l'opposé de son style de base. D'ailleurs, c'est aussi à cette époque qu'elle va commencer à connaître les réseaux sociaux. Bon, les réseaux sociaux de l'époque, hein. Donc c'était MySpace, Nexopia et elle était aussi sur Vampire Freaks. Et le truc, c'est que Jasmine mentait et elle disait qu'elle avait 15 ans, alors qu'en réalité, elle en avait 11. Et c'est vrai que franchement, elle avait l'air plus âgée que son âge, comme vous pouvez le voir sur les photos. Donc en gros, c'était plutôt facile pour elle de berner les gens et leur faire croire qu'elle était plus âgée que ce qu'elle était vraiment. Par exemple, elle arrivait à entrer dans des séances de cinéma interdites aux moins de 18 ans, alors qu'elle avait seulement 11 ans. Ses parents étaient un peu inquiets, forcément, mais en vrai, ils se disaient que c'était sûrement juste une phase un peu de l'adolescence et c'était un truc qui allait passer quoi. Et bien évidemment, ils n'avaient pas conscience de tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Pour eux, leur fille avait juste changé de style vestimentaire et puis c'était tout quoi. Mais forcément, sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas beaucoup de petites filles de 11 ans. Donc Jasmine a commencé à se faire des amis qui étaient quand même beaucoup plus âgées qu'elle. Et avec ces amis-là, elle se rendait à des concerts de rock. Bien évidemment, ses parents ne l'autorisaient pas à aller à ces concerts de rock, donc elle se faufilait par la fenêtre, hein, clairement. Elle passait par la fenêtre pour pouvoir sortir le soir à l'insu de ses parents. Bien évidemment, à un moment, ils ont remarqué qu'elle passait par la fenêtre et ils ont commencé à la punir et à lui donner des règles beaucoup plus strictes sur ses sorties et sur ses fréquentations aussi. Et forcément, quand on dit à une adolescente, enfin pour moi, c'est toujours une enfant à 11 ans, mais bon. Je sais pas à partir de quel âge on devient adolescent. Pour moi, c'est à peu près au niveau du collège, quoi. Ouais, mais j'avoue, elle a 11 ans. C'est sûr qu'elle était au collège. Ouais, bon bref. En tout cas, tu dis à une petite fille de 11 ans, rebelle comme elle est, de ne pas sortir. Et bien évidemment, tout ça a créé énormément de tensions à la maison. Jasmine n'avait pas envie d'écouter ses parents. Selon elle, ils étaient beaucoup trop autoritaires et ils l'empêchaient de vivre sa vie. Meuf, t'as 11 ans quand même, calme-toi et va jouer à la pâte à modeler. À plusieurs reprises, elle va faire des demandes pour être placée en famille d'accueil, en expliquant que ses parents la traitaient comme une prisonnière, qu'elle avait rien droit de faire et pas le droit de sortir. Mais bien évidemment, ces demandes ont été rejetées parce que ses parents étaient de très bons parents en fait, c'était tout à fait normal. En janvier 2006, lors d'un concert rock, Jasmine a rencontré Jeremy Stank, un homme de 23 ans. En fait, Jeremy était un ami de Casey, qui était une amie de Jasmine. Et c'est un peu Casey qui a décidé de les faire se rencontrer, puisqu'elle lui a dit « Écoute,
j'ai un pote, je vais te le présenter, etc. Et je pense que vous allez très très bien vous entendre. Et elle avait raison parce que c'était le coup de foudre entre les deux. D'ailleurs, ce soir-là, ils ont passé toute la soirée ensemble, ils se sont pas lâchés. Ils ont échangé les numéros et ils s'appelaient et s'écrivaient pratiquement tous les jours et toute la journée. Jérémy ne savait pas que Jasmine avait 11 ans. Il pensait qu'elle avait 15 ans parce que c'est ce qu'elle lui avait dit. Mais quand même, 15 ans, 23 ans... Bon, pour revenir un peu sur l'enfance de Jérémy, Jérémy avait grandi dans un environnement marqué par les abus et la dépendance. Il était victime de maltraitance plutôt grave depuis son enfance. Sa mère changeait assez régulièrement de copains et à chaque fois, c'était des hommes très violents qui le battaient, lui et ses frères et sœurs. Et Jérémy a expliqué que c'est tous ces traumatismes-là qui l'ont poussé a commencé à vivre un peu de manière gothique. Il écoutait de la musique métal et il a aussi commencé très rapidement à s'intéresser à des jeunes filles. Donc Jasmine n'était pas la première. Du coup, forcément, malgré leur différence d'âge entre Jérémy et Jasmine, le feeling est passé directement, quoi. Et très rapidement, Jérémy va apprendre que Jasmine lui avait menti par rapport à son âge, qu'elle n'avait pas 15 ans, mais en réalité 11 ans. Et ça va pas l'arrêter, en fait. C'est pas un problème pour lui. Ils ont donc entamé une relation amoureuse avec 12 ans d'écart. Alors 12 ans d'écart, quand c'est genre 30 et 42, je veux bien, mais quand c'est 11 et 23, non. Et Jérémy, c'était vraiment ce genre de mec trop gênant dans les films américains, là. Tu sais, il écrivait des chansons à Jasmine, il jouait de la guitare, il y écrivait des poèmes un peu bizarres. Enfin bref, c'était ce genre de mec et elle kiffait. Forcément, Jasmine, elle est super influencée par Jérémy. Et le truc, c'est que depuis qu'elle a commencé à sortir avec lui, elle est de plus en plus rebelle avec ses parents. Même alors qu'elle était punie, elle passait par la fenêtre pour aller voir Jérémy. Et un jour, ses parents ont décidé de fouiller dans son ordinateur parce qu'ils trouvaient qu'elle passait quand même beaucoup de temps sur l'ordinateur. Ils ont réussi à trouver les conversations entre Jérémy et Jasmine. Et c'était pas des conversations, c'était des conversations très très bizarres. Je vais vous lire un peu le genre de trucs qu'ils se disaient. Vous allez comprendre. Tu me manques plus que de tuer des gens. Comment ça, tu me manques plus que de tuer des gens ? Donc tu tues des gens, toi ? Donc ça, c'est ce que Jérémy lui a dit. Jasmine a répondu, tuer des gens semble amusant. Oui, enfin, il y a quand même plus amusant. Tu peux par exemple aller jouer à la Barbie. En découvrant ces messages, en plus des photos, oui, ce genre de photos-là que Jasmine envoyait à Jérémy, ses parents ont clairement pété un câble. Ils ont interdit à Jasmine de revoir Jérémy encore une fois et ils lui ont confisqué son ordinateur. Tout à fait normal et correct et génial. J'aurais aussi mis des barreaux sur sa fenêtre. Parce que ça suffit. Mais si vous pensiez que ça allait arrêter Jasmine, pas du tout. Jasmine était amoureuse. Enfin, elle pensait être amoureuse parce qu'à 11 ans, est-ce que tu peux vraiment être amoureuse de quelqu'un ? Je ne pense pas. Mais Jasmine pensait qu'elle était amoureuse de Jérémy et elle allait forcément trouver un moyen de discuter avec lui. Du coup, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allait à l'école et vous savez, à l'école, t'avais la salle informatique. Elle se rendait dans la salle informatique, elle séchait tous ses cours, toute la journée, pour se connecter sur Vampire Freaks ou je ne sais quoi et pour parler avec Jérémy toute la journée. À ce stade-là, la situation familiale s'aggrave. Il y a de plus en plus de tensions au sein de la famille et Jasmine a littéralement la haine contre ses parents. Elle a l'impression qu'ils sont contre elle, qu'ils veulent son mal, qu'ils veulent l'empêcher de voir son amoureux, etc. Enfin bref, elle est en grosse phase, la meuf. Et en mars 2006, elle va écrire un mail à Jérémy pour lui dire qu'elle veut tuer ses parents. Forcément, comme Jérémy était aussi extrêmement bizarre, il était d'accord, ça l'a absolument pas choqué. Ce qu'elle a dit, il a même pas essayé de lui dire quoi, mais non, t'es folle, t'abuses, non. Genre, il s'est dit oui. Oui, en fait. Et ensemble, ils ont donc commencé à planifier le meurtre de la famille Richardson. On arrive donc au jour du drame. Jérémy a bu de l'alcool toute la journée. 6 bières, une bouteille de vin et de la vodka pour être exact. Quelques heures avant les meurtres, Jérémy va regarder un film avec ses amis. Il s'agit du film Le meurtre dans le sang. Alors, j'ai pas vu le film personnellement, mais apparemment, ça mettrait en scène un jeune couple qui commet des meurtres. Et en regardant ce film, Jérémy va dire à ses amis que lui et Jasmine allaient faire pareil, qu'ils allaient tuer la famille Richardson au complet. Le même soir, Jérémy a dit à un policier en civil « Est-ce que tu as déjà regardé le film Le meurtre dans le sang ?» Et il a continué en disant « Pour moi, c'est la meilleure histoire d'amour de tous les temps. » Ok, Jérémy. Jérémy, c'est vraiment ce mec bizarre, quoi. Pas envie de le croiser, lui. Après avoir bu son poids en alcool, littéralement, il se rend chez la famille Richardson pour passer à l'action. Attendez, j'arrête de me maquiller juste pour vous raconter ça, parce que là,
Là, ça devient chaud. Ce qu'il fait quand il arrive, c'est qu'il jette une pomme de pin sur la fenêtre de Jasmine pour lui signaler son arrivée, pour lui dire qu'il était là et pour commencer le plan. Et ça, c'était quelque chose dont ils avaient discuté avant. Quand tu jetteras la pomme de pin par ma fenêtre, je saurai que t'es là. Jasmine entend la pomme de pin sur sa fenêtre, elle descend, se rend dans le garage de sa maison et ouvre le garage pour que Jérémy puisse entrer. Jérémy est entré après que Jasmine lui ait ouvert et comme il était bourré, il a fait un bruit de malade. Il s'est sûrement cogné sur les murs, il a sûrement fait tomber quelques petites choses dans le garage, enfin bref. Il a réveillé la mère, donc Debra. Elle s'est rendue dans le garage, la pauvre, en pensant qu'il s'agissait de Jasmine qui essayait de sortir en douce. Mais dès qu'elle a mis ne serait-ce qu'un pied dans le garage, elle est tombée face à face avec Jérémy qui s'est jeté sur elle et l'a poignardée. Pause, je me rends compte que j'ai oublié de vous raconter un détail super important. Les parents, donc Marc et Debra, avaient déjà vu Jérémy une fois, je vais vous expliquer comment. En fait, à un certain stade, ça se passait tellement mal à la maison avec Jasmine que les parents ont décidé de prendre un psychologue de famille pour régler un peu les conflits qu'il y avait. Et pendant quelques semaines, ça va fonctionner. Jasmine va vraiment s'apaiser, se calmer. Elle va arrêter de sortir en douce, parler un peu moins à Jérémy et à ce stade-là, tout va bien. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que les parents vont vouloir faire plaisir à Jasmine pour la remercier, pour la récompenser un peu de s'être bien tenue. Et du coup, ils vont lui dire, bah écoute, il y a un concert rock ce soir dans la ville. Si tu veux y aller, tu peux, mais on t'accompagne. Donc Jasmine, bien évidemment, qui n'a pas vu ses amis depuis super longtemps, ni son petit ami, elle se dit, bah écoute, bon, c'est pas ouf d'y aller avec mes parents, mais je préfère quand même ça que de rien faire. Du coup, Marc, Debra et Jasmine se rendent au concert rock. Et à un moment pendant le concert, ils perdent Jasmine, qui s'est littéralement barrée. Donc ils vont voir les amis de Jasmine et lui demandent, est-ce que vous avez vu Jasmine, où est-ce qu'elle est? On a l'impression de l'avoir perdue parce que on arrive à la trouver nulle part. Donc ses parents se mettent à chercher littéralement partout sur le concert et ils retrouvent leur fille de 11 ans en train de bécoter Jérémy Stang, 23 ans, dans un coin. Bien évidemment, Marc pète un câble, il attrape Jérémy, il lui dit « mais t'es un gros pervers, t'es dégoûtant, plus jamais tu t'approches de ma fille ». Donc ce détail est super important, je comprends même pas comment est-ce que j'ai pu l'oublier. Parce que du coup, quand les parents voient Jérémy dans leur maison le soir du drame, ils savent déjà qui c'est. Ils savent très bien que c'est son petit ami super chelou avec qui elle parlait sur les réseaux, sur les réseaux sociaux de l'époque, sur les réseaux sociaux, qu'il est super bizarre et que c'est un pervers en fait, qu'il est trop chelou le mec. Retournons au moment du drame. Debra descend dans le garage en pensant trouver sa fille en train d'essayer de sortir du garage, de sortir de la maison quoi pour se barrer. Et en fait, elle tombe sur Jérémy qui immédiatement se jette sur elle et la poignarde à mort. Forcément, Marc a entendu tout le vacarme qui se passait dans le garage. Il est donc descendu avec un couteau qu'il avait sûrement dans sa chambre ou je ne sais où. Enfin bref, je sais pas où est-ce qu'il a trouvé le couteau. En tout cas, Marc descend avec un couteau et il est prêt à se défendre contre la personne qui a attaqué, parce qu'à ce stade-là, il ne sait pas encore qu'il s'agit de Jérémy. Jérémy et Marc se sont battus pendant un certain temps. Et Jérémy dit avoir eu un peu peur de Marc, parce que Marc, c'est un homme, quoi. Donc Marc, il a une certaine carrure, c'est pas un petit, tu vois. Mais finalement, et malheureusement, Jérémy a fini par réussir à poignarder Marc à mort. Il a ensuite tiré son corps jusqu'au garage où il l'a laissé à côté du corps de la mère, donc Debra. Donc les deux sont décédés de cette manière juste affreuse dans leur propre maison et à leurs âmes. Et le pire, c'est ce qui va se passer après. Jérémy appelle Jasmine, elle descend, lui fait un bisou et lui dit « Merci beaucoup pour ce que t'as fait, genre t'es génial, etc. » Enfin, vraiment la folie, quoi. Et elle a aucun remords par rapport à ce qui vient de se passer. Elle sait très bien que Jérémy a tué ses parents, mais ça lui fait rien, quoi. Elle est juste super contente, elle se dit oui, enfin je vais pouvoir vivre mon histoire d'amour. Jérémy lui dit écoute, il reste encore une personne à tuer et il s'agit du petit frère, donc Jacob. Oui, ils avaient bel et bien prévu de le tuer aussi, ça me brise le cœur. Jasmine montre dans la chambre de son petit frère et ce qui fait trop de la peine, c'est que Jacob était dans le coin de son lit avec une lampe de chevet, enfin, il avait sa lampe de chevet dans la main, en train de pleurer, etc. Parce que forcément, il a entendu tous les bruits qui se passaient en bas. À ce stade-là, je pense qu'il a conscience que ses parents sont sûrement morts. Et du coup, il est dans un coin de son lit avec sa lampe de chevet,
prêt à se défendre en fait, prêt à essayer de frapper la personne qui allait venir lui faire du mal ou quoi que ce soit. Ça me fait trop mal au cœur. Vraiment, c'est horrible. Donc Jasmine arrive dans la chambre de son frère, elle lui dit écoute, je suis désolée, je voulais pas que ça se passe comme ça, mais c'est pour ton bien, etc. Meuf, t'es folle en fait. Et elle commence à l'étouffer. Elle dit qu'elle a voulu l'étouffer parce qu'elle trouvait que c'était une manière plus douce et plus calme pour lui de partir. Mais Jacob arrive à se détacher, enfin il arrive à partir quoi. Il part en courant, descend les escaliers et c'est là qu'il tombe face à face avec Jérémy. Jasmine le rattrape, elle a un couteau dans la main et elle poignarde son petit frère âgé seulement de 8 ans à mort. Je vous ai dit que le pire c'était après. Après avoir tué littéralement toute sa famille, Jasmine se rend dans sa chambre pour prendre son sac qu'elle avait déjà préparé. Parce que bien évidemment, après avoir commis tous ces crimes, ils avaient prévu de se barrer, hein, parce que sinon c'est un peu compliqué. Jérémy lui dit écoute, va chercher ton sac et moi je t'attends dans la voiture. Jérémy est tout seul dans la voiture en attendant Jasmine et je pense que c'est là qu'il prend un peu conscience de ce qui vient de se passer. Peut-être que l'alcool est un peu descendu, il s'est dit mais attends, je viens de tuer 2 personnes. Apparemment, il aurait fait comme une sorte de crise d'angoisse, il commence à paniquer total et il prend conscience qu'il va sûrement passer le reste de sa vie en prison. Donc au lieu d'attendre Jasmine, il part tout seul en voiture, il se rend chez lui et il la laisse. Déjà, what the heck, genre vous êtes pas si amoureux, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Jasmine descend avec son sac, elle se rend compte que Jérémy est parti et franchement là, elle a dû se dire mais attends, c'est une blague. Genre moi je fais tout ça pour toi et toi tu te sauves dès que j'ai le dos tourné en fait. Elle reste quand même quelques heures chez elle, mais je pense qu'elle est complètement paniquée. Il y a le corps de ses parents qui sont dans la maison, enfin c'est juste affreux quoi. Et du coup elle décide de prendre un taxi pour se rendre chez Jérémy. Elle se dit bah écoute, il doit forcément être chez lui. Et elle avait raison parce que du coup elle prend un taxi, elle se rend chez lui. Elle le trouve là-bas. Et elle réussit à le calmer, une petite fille de 11 ans qui arrive à calmer un mec de 23 ans quand même. C'est vraiment, vraiment, vraiment très grave. Elle lui dit, écoute, tu sais, tu as fait ça par amour, c'est la plus belle chose, tu as fait ça pour moi je t'aime, merci, n'aie pas peur, on va s'en sortir, etc. Enfin bref. Elle le rassure quoi. Jérémy lui dit, ok, oui, t'as raison, je me suis emportée, t'inquiète. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un feu. On va brûler nos vêtements, on va se laver, etc. pour vraiment masquer toutes les preuves qui montrent qu'on était sur cette scène de crime et que c'est nous qui avons tué ces personnes. Plus tard, la même soirée, hein, donc même pas le temps un peu de pleurer, dormir, je sais pas. Non, ils se rendent à une soirée. À cette soirée, ils consomment énormément de drogue et d'alcool. Et d'ailleurs, des témoins qui se trouvaient à cette même soirée ont dit que Jérémy et Jasmine étaient très fiers, qu'ils se vantaient carrément d'avoir tué toute cette famille. Jérémy, notamment, disait qu'il avait tué les parents de Jasmine et les avait éventrés comme des poissons. Et Jasmine, alors elle, c'est la pire, elle est allée encore plus loin en disant que Jacob, donc son petit frère, avait gargouillé en mourant. On est maintenant le 23 avril, le meilleur ami de Jacob se rend chez la famille Richardson parce qu'il avait l'habitude tous les dimanches de jouer avec Jacob avant d'aller à l'église. Il arrive devant la maison de la famille Richardson, il toque à la porte et comme personne n'ouvre, il trouve ça bizarre et il se rend à une fenêtre qui en fait permet de voir ce qui se passe dans le sous-sol de la maison. Il regarde par la fenêtre et c'est là qu'il voit le corps ensanglanté de Mark et de Debra gisant sur le sol. Panique complètement, il court prévenir sa mère qui appelle la police et quand la police arrive sur place, il découvre les corps de Jacob, Mark et Debra. Jasmine est introuvable et ils se disent donc qu'elle est aussi victime du crime et qu'elle a sûrement été comme kidnappée. Une alerte Amber est donc lancée pour retrouver Jasmine. Mais alors que les officiers de police vont analyser un peu la scène du crime, ils vont se rendre compte qu'il y a du sang sur les interrupteurs et sur le tiroir où se trouvent les couteaux. Ils trouvent ça super bizarre parce qu'ils se disent « Attends, ce que ça veut dire, c'est que le meurtrier savait où se trouvait le tiroir des couteaux. Donc soit il était très proche de la famille, c'était un ami ou un membre de la famille, soit c'était Jasmine, clairement. Mais c'est en interrogeant l'école de Jasmine et surtout ses professeurs qu'ils vont encore plus suspecter Jasmine d'être impliquée dans ces meurtres. Jasmine aurait évoqué plusieurs fois le désir de tuer ses parents. Sa conseillère a retrouvé une bande dessinée dans le casier de Jasmine et sur cette bande dessinée, Jasmine avait dessiné une petite fille qui met le feu à sa maison de famille. En enquêtant davantage, ils vont aussi se rendre compte que Jasmine avait plusieurs fois effectué des demandes de
placement en famille d'accueil et que c'était juste globalement une enfant plutôt difficile et plutôt rebelle. Tout ça fait que rapidement, Jasmine va devenir la principale suspecte malgré son âge, elle a seulement 12 ans à ce stade-là. Elle devient alors la plus jeune personne au Canada à être accusée d'homicide. Bon, les affiches de la disparition de Jasmine sont placardées un peu partout et Jasmine et Jérémy se disent qu'ils doivent absolument élaborer un plan pour se sauver de la ville de Medicine Hat parce qu'en réalité il y avait bien un moment où quelqu'un allait les croiser ou quoi que ce soit et prévenir la police. Par hasard, une amie de Jasmine, et d'ailleurs il s'avère que c'est l'amie qui lui avait fait rencontrer Jérémy. Vous vous souvenez, lors d'un concert, son amie Casey lui avait dit oui, j'ai un ami de 23 ans, tu vas voir, il est cool et tout, vous allez bien vous entendre. Cette amie-là, elle va voir Jérémy et Jasmine et leur dit ouais, j'organise un petit voyage en montagne, etc. Est-ce que ça vous dirait de venir avec moi? Ce serait cool, etc. Et Jasmine et Jérémy se disent oui, c'est exactement ce dont on a besoin. Là, on a besoin de se barrer. Donc oui, on va aller avec elle. Bien évidemment, à ce stade-là, Casey n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé. Mais lorsqu'ils vont s'arrêter dans une station essence, Casey va se rendre, vous savez, dans la petite boutique de la station essence et elle va voir un journal où il y a une photo de Jasmine qui dit qu'elle est recherchée pour le crime de ses parents, enfin de toute sa famille. Son amie retourne à la voiture avec le journal, donc elle a acheté le journal exprès, et elle montre à Jasmine en mode what the fuck, on dirait que c'est toi, genre qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qui se passe, genre dis-moi. Et la réaction de Jasmine est, je pense, je sais pas, genre vraiment cette meuf, je sais pas. Elle rigole et elle lui dit, on dirait même pas moi sur la photo. C'est une blague. Quand je dis cette fille n'en a rien à faire, c'est vraiment elle en a rien à faire. Bon bref, ensuite, Jérémy et Jasmine disent à leurs deux copines, je crois qu'elles étaient deux dans la voiture, il y avait Casey et une autre fille dont on n'a pas le nom. Ils disent aux deux filles, écoutez, s'il vous plaît, si jamais la police nous arrête, est-ce que vous voulez bien dire que vous étiez avec nous le soir du crime, que voilà, qu'on ait un alibi quoi. Et ces deux amies acceptent. Mais ce que Jasmine et Jérémy ne savent pas à ce stade-là, c'est que la police les suit déjà depuis pas mal de temps. Parce que quand leurs amis ont appris ce qui s'était passé, qu'il s'agissait très probablement d'un meurtre, que Jasmine avait tué ses parents et son petit frère, ils ont décidé de se rendre au poste de police et de leur dire écoutez, on a entendu parler qu'ils allaient partir dans telle ville qui se trouvait quand même à pas mal de temps de Medicine Hat, qui se sont rendus dans cette ville pour passer un petit week-end dans la montagne, etc. En gros, leurs amis les ont clairement poucave. Et ils ont raison, parce que stop, il faut vraiment les arrêter les deux là. La police les surveillait en fait depuis pas mal de temps. Et à un moment, ils se sont stoppés sur un parking pendant quelques temps et c'est à ce moment-là que la police a réussi à les arrêter. On est le 25 avril, donc 3 jours après les meurtres. Et lors de son arrestation, Jasmine semblait très calme, elle était presque détendue en réalité. Jérémy par contre avait un comportement très instable et bizarre, dû au fait qu'il ait consommé énormément d'alcool et de drogue. L'affaire a vraiment choqué toute la communauté. En plus, c'était vraiment le genre de ville très tranquille où il n'y avait jamais d'histoire comme ça. Et le fait que ça implique une jeune fille qui était aussi jeune, ainsi que son petit ami qui était beaucoup plus âgé, ça a vraiment choqué tout le Canada en réalité. J'ai pas trop envie de mettre de fossiles aujourd'hui, donc j'en mets pas. Voilà. Étant donné que Jasmine a seulement 12 ans, elle fait face à un système judiciaire où les peines pour les mineurs sont bien différentes. Et selon la loi canadienne, qui comme vous le savez est plutôt clémente, elle pourrait être condamnée à une peine de 10 ans maximum. En 2007, Jasmine est donc condamnée à 6 ans de prison, mais elle est envoyée dans un centre de réadaptation où elle reçoit des thérapies, des médicaments, parce qu'il s'avère qu'en fait Jasmine avait des problèmes mentaux. Et pendant cette période dans le centre, elle va prendre conscience qu'elle a été abusée, qu'elle a été manipulée par un homme qui est beaucoup plus âgé, que Jérémy est en fait un mec chelou, vraiment. Et elle prend conscience qu'il n'y avait rien de bon dans cette relation, que c'était pas de l'amour. Elle est libérée en 2011 à l'âge de 19 ans. Et elle change de nom en 2017 pour préserver son anonymat. On a très peu, on n'a même aucun détail sur ce qui s'est passé après dans sa vie. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'elle est, ni où est-ce qu'elle, enfin qu'est-ce qu'elle fait de sa vie. Enfin, on n'en sait rien parce qu'elle a changé de nom de toute façon. J'ai cru voir une photo d'elle, donc adulte,
Mais bon, encore une fois, je suis pas exactement sûre qu'il s'agisse d'elle. Je vous la mettrai peut-être si j'arrive à la retrouver. Bon, quant à Jérémy, il plaide coupable en 2008 et il affirme avoir tué par amour et par légitime défense. C'est vraiment cru dans un film, le Jérémy, quand même. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Et après son arrestation, il va continuer à écrire à Jasmine. Et il lui disait genre, viens me voir en prison, on peut toujours être en couple, dès que tu sors, on peut se retrouver, on peut toujours vivre notre histoire d'amour. Enfin, il était complètement délulu, le mec. Et ce qui est vraiment trop bien, c'est que Jasmine ne lui a jamais écrit en retour. Et elle n'est jamais allée voir en prison. Donc voilà. Il a eu ce qu'il méritait, celui-là. D'ailleurs, Jérémy aurait parlé à un officier... comment ça s'appelle? Vous savez, quand un officier de police il sera en prison pour faire genre qu'il est un prisonnier, mais en fait, c'est un policier. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Je le mettrai sur l'écran, j'ai oublié le nom. Et il aurait dit à un officier de police qu'il était plutôt fier de ce qu'il avait fait, qu'il regrettait pas du tout, que de toute façon, il l'avait fait par amour. Et il avait aucun remords, en fait, par rapport au fait qu'il ait pris la vie à toute cette famille. Il ne regrettait pas. Et il l'aurait refait s'il fallait le refaire. Comme quoi, ce mec était vraiment fou. Dieu merci, il est enfermé. Quelle histoire. Franchement, il y a énormément de trucs à dire. Moi, ce que je veux vraiment savoir, et la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous pensez de Jasmine? Est-ce que vous pensez que Jasmine est une victime? Ou est-ce que vous pensez que Jasmine est tout aussi coupable que Jérémy? Moi, mon avis là-dessus, c'est que Jasmine, à seulement 11-12 ans, n'avait pas réellement conscience de ce qu'elle faisait, je pense. Je la vois comme une victime un peu, oui. Mais pour moi, elle savait quand même ce qu'elle faisait. Après, je suppose qu'après toute la thérapie et tout, le fait qu'elle ait des problèmes mentaux aussi, ça fait que elle était sûrement un peu déconnectée de la réalité. Je pense qu'après ces thérapies, elle a réellement pris conscience et elle a dû se sentir super mal d'avoir tué toute sa famille. D'ailleurs, il me semble qu'elle avait dit qu'elle regrettait parce que maintenant elle se retrouvait toute seule, etc. Enfin bref. Je pense qu'avec la thérapie, les médicaments et tout, ça s'est arrangé et donc elle a pris conscience réellement de ce qu'elle avait fait. Mais sur le coup, c'était quand même une sacrée peste, quoi. Ce qui est sûr, c'est que c'est une sacrée histoire, qu'il y a plein de choses à dire dessus. Donc on en discutera ensemble dans les commentaires. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un like. Partage-la avec tes amis. Et n'hésite pas aussi à me donner des idées de vidéos, de sujets dont tu voudrais que je parle dans les commentaires. Des affaires criminelles, bien évidemment. Et oui, voilà. On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Crime et Make-up. Je vous fais de gros bisous. Soyez bénis et que Dieu vous garde.